Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa solidarité et compassion au roi Mohammed VI suite au tremblement de terre dévastateur qui a eu lieu hier soir. Et dans l'actualité internationale, le monde du G20 s'ouvre ses portes en Inde aujourd'hui. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa solidarité au roi du Royaume du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, dont le pays déplore plusieurs centaines de victimes et un nombre élevé de blessés suite au tremblement de terre dévastateur qui a eu lieu hier soir dans la nuit de vendredi à samedi dans une localité voisine de la ville de Marrakech. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de condoléances envoyé au roi Mohammed VI. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et compassion au peuple frère du Maroc, a noté le chef de l'État dans le même document. Puisse Dieu épargner à la nation sœur marocaine la récidive d'expériences aussi traumatisantes, a ensuite imploré le président Ismaël Omar Guelleh, réitérant sa foi en l'aptitude du royaume frère du Maroc à surmonter rapidement l'épreuve terrible de cette tragédie. Selon un décompte provisoire du ministère marocain de l'Intérieur, ce séisme de violence sans précédent a fait 632 morts et 325 blessés. Eh bien, le séisme qui a frappé le Maroc était d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Il s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan humain pourrait encore s'aggraver. Au moins 632 personnes ont trouvé la mort dans un puissant séisme qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et sémant la panique à Marrakech et plusieurs autres villes, selon un bilan officiel provisoire. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique, basé à Rabat, a indiqué que le séisme était d'une magnitude 7 de degrés sur l'échelle Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Ouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. Ont été particulièrement touchées les provinces communes d'Al-Ouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal. Au moins 329 personnes ont été blessées et hospitalisées d'après les médias marocains. Il s'agit du plus puissant séisme frappé le royaume à ce jour. Les autorités ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour intervenir et venir en aide aux zones sinistrées, a précisé le ministère de l'Intérieur. De notre côté, l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, M. Mohamed Dohor Hirsi, a confirmé dans une déclaration audio que tous les ressortissants djiboutiens vont bien et qu'il n'y a ni mort ni blessés à la suite du violent tremblement de terre survenu au Maroc. Il a expliqué que le royaume du Maroc a été touché hier soir vers 23 heures, heure de Rabat, d'un violent tremblement de terre, en particulier dans la ville de Marrakech et ses banlieues. Il a noté que l'ambassade de Djibouti était en contact permanent depuis le tremblement de terre avec des ressortissants djiboutiens au Maroc et qu'elle n'avait encore détecté aucun blessé ni décès à la suite de ce tragique incident. L'ambassadeur de Djibouti au Maroc a indiqué que des ressortissants djiboutiens, étudiants, des stagiaires et des militaires sont déployés dans une trentaine de villes au Maroc, soulignant que la grande majorité de ces villes n'ont pas été touchées par le tremblement de terre qui a frappé la ville de Marrakech et ses environs. Mohamed Dohor Hirsi a également appelé les Djiboutiens à contacter leurs enfants et leurs proches au Maroc pour s'assurer de leur sécurité, ainsi qu'à contacter l'ambassade de Djibouti en cas où il serait impossible de contacter leurs proches. Le diplomate djiboutien a enfin exprimé la solidarité de Djibouti et sa position aux côtés du Maroc dans cette épreuve difficile. Et dans notre magazine de cet après-midi, c'est dans la quête de la transformation soutenue par le gouvernement et soucieux du bien-être de la population avoisinante, le parc Oélien, une unité de dessalement de l'eau de mer alimentée par des panneaux solaires photovoltaïques,
a été installée au Goubet. Cette installation marque une étape cruciale dans l'amélioration des conditions de vie des populations rurales de la région. Ce projet innovateur, qui comprend également l'accès à l'eau potable pour les villages de Moumina 1 et de Lac Assal, cela promet de changer la donne pour ces communautés autrefois isolées. Dans la quête de la transformation soutenue par le gouvernement et soucieux du bien-être de la population avoisinante le parc éolien, une unité de dessalement de l'eau de mer alimentée par des panneaux solaires photovoltaïques a été installée au Goubet. Cette installation marque une étape cruciale dans l'amélioration des conditions de vie des populations rurales de la région. Ce projet novateur, qui comprend également l'accès à l'eau potable pour les villages de Moumina 1 et du lac Assal, et cela promet de changer la donne pour ces communautés autrefois isolées. Sur le volet social, bien que les poumons économiques et la zone spéciale de Goubet se développent de jour en jour, l'État ne voulait pas laisser aussi ses concitoyens en dehors de tous ces projets-là. Et la question cruciale qui revenait, c'était aussi l'une des doléances de la population à la dernière élection du président de la République en 2021. Les concitoyens de cette zone de Goubet nous avaient demandé ouvertement au président de la République une abondance de l'eau, parce qu'il y avait un manque d'eau, il y a une sécheresse, une zone aride. Le président nous avait donné instruction de trouver une solution ou de mettre une unité de dessalement sur le Goubet. C'était à point nommé et le projet éolien était en cours. Nous avions demandé à Ratsi Power et aux investisseurs concernés sur l'impact social de ces projets-là de nous faire une unité de dessalement pour pouvoir desservir en eau douce les gens de la région, les villages de Lac Assal et les villages de Moumina 1 et Karta. Ce qui est aujourd'hui chose faite. Donc, Ratsi Power, dans sa responsabilité sociale, nous livrons 7000 mètres cubes d'eau par jour à la population qui vit aux environs du parc éolien avec une usine de dessalement alimentée avec l'énergie solaire. Et ça, c'est notre responsabilité sociale. Et à la population, aux écoles, aux dispensaires, gratuitement. L'eau potable est une source essentielle, mais dans de nombreuses régions éloignées, son accès reste un défi majeur grâce à l'unité de dessalement de l'eau de mer propulsée par l'énergie solaire. Les habitants de la région peuvent désormais avoir accès à de l'eau propre et sûre pour leurs besoins quotidiens. Cette avancée cruciale élimine le fardeau de la recherche de ressources d'eau sûres et réduit considérablement les risques liés à la santé. Le projet a été salué comme un modèle de collaboration entre la technologie moderne et les besoins fondamentaux des communautés rurales. Cela a permis également de réaliser cette vision audacieuse qui offre désormais un avenir plus lumineux aux habitants de la région. Alors que ce projet entre dans sa phase opérationnelle, il suscite déjà l'enthousiasme et l'espoir parmi les résidents des villages concernés. Les témoignages abondent sur la manière dont cette initiative a déjà commencé à transformer la vie quotidienne et à ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi les opérations de contrôle routier menées par la police nationale se poursuivent toujours dans la capitale. À cet effet, les hommes de la direction
de la sécurité publique et des compagnies d'intervention ont été déployées sur les grands axes pour procéder à la vérification des pièces afférentes à la conduite et circulation des véhicules, tels que les papiers des voitures, les vitres teintées, le port du casque pour les deux roues. Les contrôles d'alcoolémie ont été également renforcés dans les transports en commun, les taxis et à la sortie des établissements de nuit. Ces différentes opérations entreprises par la police nationale répondent à la nécessité de faire baisser drastiquement le taux d'accidents mortels sur nos routes. Il s'agit aussi par là de limiter les différentes infractions au code de la route. Ces contrôles ont pour objectif de responsabiliser les usagers de la route en les obligeant à se montrer respectueux de la réglementation routière. Au-delà des aspects préventifs et répressifs, la police nationale a pour objectif d'améliorer la sécurité routière afin de diminuer le nombre d'accidents de la route. dablaan ahaygan duruufaha hawshaa anaa u dulqaato xilbaan dusha saaray dablaan ahaygan duruufaha hawshaa anaa u dulqaato xilbaan dusha saaray waxaan ahay duubi dadkiisa hagaaya shuruucda dalkiisa dastuurka ilaasha waxaan ahay duubi dadkiisa hagaaya shuruucda dalkiisa dastuurka ilaasha أنا له إلاقي يتوقع دماعي الشيشي دانا يستمع يلو دانا يستمع يلو دكتوني أنا له إلاقي يتوقع دماعي الشيشي دانا يستمع يلو دانا يستمع يلو وحين بدأ ديدا دالكيسة نعايا أنا نكلنا دينين دنبي لا هدف وحين بدأ ديدا دالكيسة نعايا أنا نكلنا دينين دنبي لا هدف Sport, pour clore l'actualité nationale, c'est sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. L'Association pour le développement de la jeunesse de Balbala a clôturé avec succès son tournoi de football sur le terrain de Cheikh Moussa. La finale s'est déroulée entre une équipe de jeunes et une équipe d'autres vétérans, suscitant une grande mobilisation de la foule joyeuse. Cet événement remarquable a été honoré par la présence de plusieurs personnalités, dont M. Mohamed Hassan Saïd, président de la commune de Balbala, M. Ahmed Ali, directeur général adjoint de la NPS, M. Issa Ahmed, gestionnaire du complexe sportif de Daï, ainsi que de nombreux responsables du ministère et locaux. Le président de la commune s'est réjoui de cette initiative, de la réussite du tournoi. À la fin du match remporté par l'équipe des vétérans au tir au but, les participants ont été récompensés par des trophées et des médailles en reconnaissance de leur engagement. Et je vous le disais dans l'actualité internationale, le G20 s'est ouvert aujourd'hui à New Delhi en l'absence remarquée de deux figures de poids, celle de Vladimir Poutine et celle du Chinois Xi Jinping. Malgré ces absences, les dirigeants du G20 vont tenter de surmonter leur division sur l'Ukraine et le climat et cherchent des engagements concrets en faveur des pays en développement. C'est en tout cas le défi du Premier ministre indien Narendra Modi qui accueille le G20. L'Inde a affiché sa volonté d'être le porte-voix pour les besoins des pays du Sud. Le G20 de New Delhi devrait à minima
envoyé un message à l'Afrique en actant l'octroi d'un siège permanent de l'Union africaine, initiative qui a reçu le soutien de plusieurs membres dans les États-Unis, l'Union européenne. Eh bien, nous parlions de climat, c'est de Sydney à Londres, en passant vers le Cap. Les militants écologistes d'Extinction Rébellion ont entamé lundi 2 semaines d'action coup de poing dans le monde pour dénoncer l'inaction criminelle du gouvernement face à la crise climatique, entraînant des dizaines d'arrestations. 2 semaines après l'appel plein de colère de Greta Thunberg aux dirigeants de la planète, l'ONU Extinction Rebellion, mouvement né en 2018 au Royaume-Uni qui prône la désobéissance civile, a promis de s'aimer la pagaille dans les capitales du monde entier en menant des actions d'abord en Nouvelle-Zélande et en Australie, puis en Europe. Autre actualité internationale, selon la multinationale des données de santé, la vente en pharmacie des tests antigéniques pour la détection du Covid aurait augmenté de 556% entre le 28 août et le 3 septembre dernier. L'étude réalisée par 6500 pharmacies relève que plus de 556 000 tests antigéniques ont été vendus dans toute l'Espagne, ce qui coïncide avec l'augmentation du nombre de cas détectés. Ces dernières semaines, les cas de Covid ont augmenté en Espagne, selon les données du réseau de surveillance. Les échantillons positifs dépassent ceux de la grippe ou du virus respiratoire syncytial. Sa transmission, comme l'expliquent les épidémiologistes, dépend des augmentations des interactions sociales et des variantes. Ces 3 dernières semaines, de nombreux patients se sont rendus dans des centres de santé avec des symptômes de Covid tels que la fièvre, le toux, la congestion ou la fatigue. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.